Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Focus sur l'émancipation par l'art au Festival national de Bellac en Haute-Vienne. En Dordogne, vue sur le 45e parallèle en compagnie de Nicolas Lux. Rural chic au château Fleur de Lys en Gironde pour une carte blanche à Barthélemy Togo. Rencontre avec Isabelle Loubert, conteuse au pays de la lande et des sorcières. Dans la rubrique Lu, Tempête Yona, un huis clos meurtrier dans la Haute-Vienne de Cyril Herry. Musique à la rue, le festival des arts de la rue et de la musique à Luxeuil dans les Landes vibre de jour comme de nuit, et c'est notre grand format. Champs Libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. C'est en hommage à l'auteur Jean Giraudoux que Louis Jouvet a créé il y a 70 ans le Festival national de Bellac. Un vieux festival qui s'est renouvelé. Exemple avec la chorégraphe Sylvie Balestra qui fait danser des vieilles et des vieux. Bonsoir, je suis Sylvie Balestra. Je suis la chorégraphe qui a inventé cette drôle d'aventure de vieillesse élégance. Ce sont 9 personnes de Bellac et aux alentours qui ont décidé de venir faire cette pièce. La spécificité de ces personnes, c'est que pour danser, je leur ai demandé d'avoir plus de 65 ans. Vieillesse et élégance, c'est un projet que j'ai eu depuis plusieurs années, l'envie d'observer justement cette catégorie sociale qu'on appelle les seniors. Je me posais la question de comment on se sent dans une société où quand on n'est plus au travail, quand on n'est plus performant ou quand on n'est plus sexy, on continue à tenir debout, à sortir, à vivre pleinement. Je suis arrivé en 2020 avec un projet de travail sur les droits culturels pour essayer de comprendre puis faire reconnaître un référentiel qui n'est pas de démocratisation mais d'émancipation. Les émancipations, en effet au pluriel, se traduisent par une chose très simple, c'est partir du principe que le spectacle en tant que tel ne suffit pas pour s'émanciper. Il faut aussi donner la possibilité aux personnes de s'exprimer et c'est un droit culturel fondamental, c'est la liberté d'expression. Pour nous, c'est évident que s'émanciper, ça passe par pouvoir parler. Notre parole, la parole des enfants là, du territoire, quand elle passe dans des enceintes diffusées pour 200 personnes, il y a une autre portée, elle prend une autre valeur. Et cette chanson-là va toujours rester comme un mauvais souvenir. En dépit de ça, c'est une belle chanson quand même. C'était la première fois que je quittais les jupons de ma mère, j'avais 11 ans. Pour aller en pension. Le moment va se poursuivre avec un grand monsieur de la philosophie, François Gaillichet. On se donne un temps pour discuter, pour philosopher sur qu'est-ce que ça veut dire vieillir, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi savoir être à tous les âges de la vie. Il faut distinguer l'intelligence et la pensée. On peut être très intelligent et ne pas penser. La pensée, c'est au contraire douter. On revient au thème de l'ignorance. La pensée, c'est être capable de prendre du recul par rapport à ce qu'on vit, à ce qu'on croit, être ou ne pas être. Est-ce que ça vaut la peine de vivre ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas vivre? La pensée critique, c'est quelque chose qui est émancipateur, je crois, et qui s'apprend. C'est vrai que nous, on avait besoin, quand on a créé ce spectacle-là, d'avoir un peu de clés. De dire, c'est bien, on va voir des gens, on va parler avec eux, on va leur poser des questions, on va être dans les échanges. Et après? Respiration commune. Inspire par le nez.
Pouvoir, en plus de voir des spectacles, avoir des échanges avec les personnes, comme avec un philosophe sur la question de l'émancipation et de la fin de vie, je trouve que ça ramène comment l'art porte des questions majeures de société. Et je pense que c'est indissociable aujourd'hui d'avoir ces endroits de débat. Sinon, les théâtres ne sont plus que des espaces de divertissement où on viendrait consommer un spectacle et on repart et donc on n'est plus en relation. C'est très important dans ces projets où on va faire communauté de savoir si on a envie de vivre cette aventure qui va être intense, qui va tous nous transformer. On est vraiment autant transformés eux que nous. Et c'est un grand nous. La présence de l'autre nous permet de prendre conscience de là où nous sommes. Et c'est ce pas de deux qui fait qu'on arrive à avancer. On a besoin de l'autre pour avancer. C'est ça la grande expérience que nous donne Sylvie. Ce mot vieillesse, je l'ai complètement occulté. J'ai vraiment retenu ces 3 termes-là, loufoque, poétique et costumé, qui me correspondent bien. Je trouve que ça nous a rendus belles et beaux. Je ne sais pas ce que c'est que la vieillesse, puisqu'on recrée tous les jours quelque chose de nouveau, et c'est cette création qui nous donne l'illusion qu'on restera toujours jeune. C'est peut-être ça, le problème de la vieillesse. J'aime beaucoup que ce festival ait 69 ans quand même. Il a l'âge de vieillesse et élégance, c'est bien, c'est un vieux festival. Donc qui peut encore s'émanciper. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Le plus court chemin pour aller d'un point A à un point B étant la ligne droite, le photographe Nicolas Lux a pris une carte et tracé une ligne droite d'un bout à l'autre du département de la Dordogne. Une ligne exactement positionnée sur le 45e parallèle nord, à égale distance entre l'équateur et le pôle Nord. Puis, avec le musicien Frédéric Roumagne et l'écrivain Christophe Dabitsch, ils ont choisi de suivre à pied ce tracé virtuel sur un chemin qui n'existe pas. Nous avons constaté que marcher en ligne droite est quasiment impossible, même avec les meilleurs outils techniques, explique l'artiste qui souhaite à travers ce projet interroger notre représentation du territoire et la notion même de voyage. Et si l'aventure n'était pas dans l'éloignement, mais dans la proximité ? Mon souhait était d'expérimenter la possibilité du voyage sur un territoire prétendu connu, le mien, celui où je vis, en annihilant de facto toute forme d'éloignement. Il s'agissait de se contraindre à un nouveau trajet, libre et vierge. Résultat de cette drôle d'immersion, un livre, un spectacle et cette série de photographies. Un témoignage documenté d'un Périgord loin des clichés de cartes postales, une plongée dans une nature habitée par l'humain et peut-être aussi un éloge de la ligne droite. On peut être rural et chic. Direction Château-Fleur-de-Lys en Gironde, où la propriétaire a donné carte blanche à l'artiste camerounais Barthélémy Togo. Nous avons fait le choix à la winery de Château-Fleur-de-Lys d'organiser des expositions grâce au BAD, Bordeaux Art Design. Ils organisent ce qu'on appelle le programme L'Art dans les vignes pour présenter des œuvres d'artistes contemporains. Nous avons donné carte blanche à l'artiste franco-camerounais Barthélémy Togo. Barthélémy a vu le chai, a particulièrement apprécié nos amphores et donc il a fait appel à son céramiste pour développer 12 amphores spécialement pour Fleur-de-Lys. Il travaille pour évoquer cette terre nourricière avec cette interconnexion très forte où l'humain a besoin de la terre et la terre a aussi besoin de l'humain.
Alors Barthélemy est un artiste très engagé, notamment au Cameroun. Il a construit Banjul Station, qu'il a dédié à la fois aux artistes, mais aussi aux agriculteurs. Nous avions aussi cette même vision de l'agriculture. Et nous, notre engagement avec la biodynamie était un élément fort pour lui dans sa démarche de travailler avec nous. C'est le reflet de notre génération et de notre époque. C'est depuis Savres dans les Landes que la comédienne Isabelle Loubert raconte des histoires de fées, de sorcières et de petites gens. Des histoires pour avertir, faire peur ou faire rêver. Rencontre tout en poésie avec celle qui nous transporte au pays des contes, au pays de la Lande. Autrefois, la Lande était un désert, une immense étendue de sable, d'ajoncs, de fougères, de bruyères. C'était un pays her mysterious, her secret, un pays très mystérieux, très secret, un drôle de pays où on racontait beaucoup d'histoires étranges. Je m'appelle Isabelle Loubert et je suis comédienne conteuse. Mon territoire de conte, on va dire, part des collectages de Félix Arnaudin, 1844-1921. Évidemment, les histoires telles que je les raconte ne sont pas telles qu'elles sont écrites dans les carnets de collectage. Je les mets à ma façon, à ma bouche aussi. Je me les approprie. C'est ça le travail du conteur, en fait. Il doit s'approprier les histoires. Sa voisine, figurez-vous, Babet du Plantier, elle lui avait dit à Félix, « Félix, dans la lande, tu verras, il y a les sorcières. Las bruxes, las etilleras. Les sorcières, faut t'en méfier. » Félix Arnaudin, c'est un pec. C'est un personnage extraordinaire parce qu'il a décidé à un moment donné de consacrer tout son temps, tout son argent pour collecter la mémoire d'un pays. La mémoire d'un temps où il y avait des bergers sur les échasses, d'un temps où il n'y avait pas encore les pins, d'un temps où on voyait l'horizon à perte de vue. Et c'est touchant, ce travail de collectage, ce travail acharné, cette volonté de garder cette mémoire, de ne pas l'effacer. La nobioca wait. Brillant du cap. Ouais. J'ai un rapport à la langue gasconne qui est un rapport d'amour. Au-delà de la langue gasconne, j'ai voulu rendre de la dignité à ma famille de métayers, de bergers, qui pouvaient encore, dans les années 70, s'incliner devant les propriétaires. Je viens de ce pays de Landes. Ce pays de secret. Et la langue fait partie de cet hommage que je peux leur rendre. Souyu, déchute-te, ligote, bien. C'est moi. Réveille-toi. Debout, viens. J'ai besoin des craquements de tes 20 ans. J'ai besoin de ta main dans la mienne. Si mes complices. J'ai besoin de ta main dans la mienne. Sois-moi complice. En plus de Félix Arnaudin, j'ai rencontré l'œuvre de Bernard Manciette et toute mon enfance a surgi. C'est-à-dire tout mon amour de la lande, de ces femmes à vélo, de ces hommes qui portent le béret, qui ont travaillé dans la forêt. Ça a été un coup de foudre. Ça s'est imposé à moi parce que je portais une histoire, je portais un pays, je portais une famille et que j'avais vraiment envie de le propager. C'est venu à moi, au-delà de moi, comme si mes ancêtres m'habitaient d'une certaine façon. Guide luz tun meinadias et nous que prometem de servir de teima tous temps, de servir de teima tous temps. Braconne avait vu bien d'autres tempêtes, de vent, de neige, de grêle, des déluges et du gel qui avaient pareillement isolé le village. Il abritait 12 âmes à l'année. Indécis quant à l'emplacement des maisons, les hommes avaient dû s'inspirer des quelques rochers ruiniformes nichés dans les forêts alentours. Dispersés sans logique sur le flanc sud-ouest d'une colline boisée, on aurait pu croire qu'on les avait bâtis au sommet avant de les pousser, chacune leur tour, et d'attendre qu'elles s'arrêtent d'elles-mêmes de dégringoler, les unes ici, les autres là, sans ordre, sinon celui des choses.
Tempête Yona, c'est un microcosme en fait. C'est un hameau de 15 habitants à l'année dans lequel se trouvent des personnages de toutes les générations et je les observe pendant 300 et quelques pages. Braconne se trouve en pleine campagne, sur les contreforts du plateau de Millevaches, dans le Massif central. Donc je parle d'un endroit que je connais très bien, même si je l'ai complètement transformé pour les besoins du roman. Les histoires que je raconte se passent dans la campagne et se passent très souvent dans la forêt, mais elles racontent des histoires d'humains. Ce sont toujours eux qui sont au centre. Tempête Yona se déroule juste après qu'une tempête ait commis des dégâts assez considérables dans le hameau et tout autour. Les arbres ont chuté et ont condamné les routes. L'eau potable coule marron. Il n'y a plus de réseau, il n'y a plus d'électricité. Il faut se débrouiller. Qu'est-ce que cette situation d'isolement va faire ressortir comme mot? Comment vont parvenir ces personnages à se débrouiller, à s'entraider, à s'entendre? Et la tempête, dans l'histoire, ce n'est pas qu'une tempête avec du vent, avec des arbres qui chutent et qui s'écrasent. C'est une tempête humaine. Depuis 30 ans, le Festival landais de Luxeuil vit au rythme de son association Musique à la rue. Elle mène toute l'année des actions culturelles et artistiques. Quand l'été arrive, c'est au tour de son incontournable festival d'entrer en scène et de vivre de nuit comme de jour. Une journée sans musique, c'est une journée sans soleil. Quand on voit que 3 jours arrivent avec plutôt du beau temps et des spectacles et des concerts, ça fout la banane, c'est bon ça. Hein. On essaie encore de nous manipuler avec cette histoire. Ah bon? Attends, écoute, c'est évident. Regarde, le gars, il fait ses courses quel jour? Un jeudi. Jeudi égale judaïque égale juif. Oh putain! Mais ça va pas, non? Musique à la rue, c'est un peu aux origines de faire la fête autrement, hein, de faire la fête dans un village. Pour tous les publics, avec plusieurs esthétiques, plusieurs disciplines dans les arts de la rue, mais aussi plusieurs styles de musique dans la partie musique. C'est un projet global qui permet de parler à tous les publics, des plus proches aux plus éloignés. J'ai déjà vécu ce moment dans mes rêves. Nous allons faire un pacte. Que les dieux nous en soient. Musique à la rue, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est un festival, je trouve, qui est assez réputé pour avoir une très grande diversité d'artistes musicaux et théâtraux. Des fois des groupes pas connus, des fois des groupes hyper connus. Je trouve ça trop chouette. Donc on est très contents de faire partie de cette programmation. Le festival a été créé dès le début avec la présence de la musique et des arts de la rue. La participation des artistes de rue est indispensable pour cette ambiance un peu magique du festival. Les arts de la rue permettent un peu de s'aérer l'esprit avant de sautiller joyeusement au son des concerts. Alors il y a quelques stands en plus là sur le site. Allez regarder que ça ne gêne pas les spectacles, quoi. Moi j'anime une équipe de 10 personnes, 10 bénévoles avec une salariée. Les loges, elles sont pour les artistes, il y a les noms dessus, vous n'avez pas à y aller. Voilà. On voit entre 250 et 300 spectacles par an, mais comme nous sommes bénévoles, on a le temps de passer des week-ends à discuter, à s'écharper. Et comme on n'a pas tous les mêmes goûts, on est sûr au bout du compte, si ça satisfait 10 personnes avec des goûts différents, ça va en satisfaire 3000 avec des goûts différents. Le but avec les marionnettes, c'est de troubler. C'est qu'avec des marionnettes réalistes, on ne sait pas vraiment, on passe à côté d'elles, on pourrait croire que ce sont des vrais êtres humains. Donc on passe à côté d'elles, mais après il y a un double effet qui se coule, c'est qu'on comprend qu'il y a un truc qui cloche. On est venu en résidence et tous les jours on a inventé un rituel, c'est Louisa qui allait dans l'EHPAD. Et on s'est mis en lien avec les résidents et c'était assez joli. Le dimensionnement du festival de Luxeuil, il est clairement lié au fait que nous soyons à l'intérieur d'un village. Donc on n'est pas dans un champ où il suffit de pousser un peu les barrières, on va pouvoir faire rentrer 4-5 000 personnes. Nous, on est circonscrits au village. Et le seul endroit qui ressemble à un champ où, sur les autres festivals, il y a des concerts, nous, c'est le camping.
Notre motivation première, c'est de développer un projet culturel en milieu rural. Derrière notre envie d'amener la culture, il y a aussi le souci de défendre un territoire, de le rendre attractif et que les gens aiment y venir et s'y installer. Il s'agit de son devenir et il s'agit de son histoire à écrire. Ça ne se discute pas. Hier, parfait, on est arrivé à 6h moins 5, moins 10 en bout. On a pu ouvrir à 6h. Il faut faire le même résultat aujourd'hui parce que ça va vite courir pour aller à Verdure. Ok, c'est parti. Donc là, on finit la vague, on va jusqu'au bout, on va sortir tous les festivaliers et ils vont rentrer à 18h pour le premier concert pour aller voir Kali à Verdure, qui est la première tête d'affiche pour ce soir. Ce goût amer est venu tapisser ma bouche. Je viens de conquérir ton cœur, mais c'est riche. Car que mieux que ces vieux amants, c'est qu'on perd l'amour, aussitôt qu'on le gagne. Décidément, c'est pas facile tous les jours. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Tous les mots, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Quand un festival commence à grossir et grossir et grossir, au démarrage, il y a beaucoup de promesses. Et les promesses, c'est on restera famille, on restera comme ça. Et je me rends compte que ça grossit. Et puis on passe dans la catégorie où ça devient un festival presque anonyme après. Tout est tellement gigantesque qu'il n'y a plus cette proximité. C'est pas le cas de Luxeuil. Luxeuil est un gros festival, un grand festival très reconnu. Mais c'est resté un festival comme je les aime. C'est-à-dire qu'on peut croiser des grands-parents, des arrière-grands-parents, des parents, des enfants et des petits-enfants.